un petit focus robotique en vous montrant un peu les avancées autour de cette thématique. Et donc, je dirige une unité de recherche technologie et systèmes d'information pour les écosystèmes. C'est une unité de recherche IRSTEA, mais on va bientôt fusionner avec l'INRA pour constituer un nouvel institut de recherche qui sera aussi une grande force pour l'innovation en agriculture, donc qui s'appellera INRAE à partir de janvier, et ce sera donc la fusion de nos deux instituts. Voilà. Donc, comme on a pu le voir au cours de la matinée du début d'après-midi, le contexte de l'agriculture change beaucoup, une grande mutation, avec notamment, on se pose des questions sur le modèle agricole, qui était très productiviste jusqu'à quelques années, et puis maintenant on se pose aussi des questions environnementales, sociales, et tout en bien sûr continuant à avoir un niveau économique satisfaisant pour les agriculteurs. On voit que la taille des exploitations augmente beaucoup, avec cela étendu notamment à une baisse du nombre des exploitations, donc les tailles s'agrandissent. Et puis aussi le modèle est questionné en permanence par la société, et l'image de l'agriculture et des agriculteurs est souvent remise en question par, on l'a évoqué, l'agribashing et toutes ces campagnes qui sont plus ou moins actives sur les réseaux sociaux et à la télévision. Sur le plan social, l'agriculture aussi se heurte au problème de la pénibilité du travail, comme d'autres secteurs, la santé des opérateurs, arriver à trouver de la main-d'œuvre qualifiée dans certains cas, et puis l'attractivité du secteur. On a vu que les nouvelles générations d'agriculteurs, c'était des jeunes qui étaient vraiment habitués aux nouvelles technologies, et puis ils ont envie maintenant de ce qu'ils ont pour le niveau, à titre personnel, de le retrouver dans le monde professionnel. L'agriculture, c'est aussi un secteur qui a des contradictions, une forte réglementation, mais aussi une forte déréglementation, beaucoup de contraintes réglementaires, et un marché très concurrentiel, donc des fluctuations de prix très très grandes, donc ce qui fait beaucoup d'incertitudes sur les capacités d'investissement des exploitations. La modification des règles, ce qui est vrai un jour, est plus vrai dans quelques années plus tard. Donc quand on fait des investissements, ça peut être problématique. Notamment, on peut évoquer la question des quotas, la suppression de quotas dans certains types de production. Et puis de plus en plus, il y a une forte pression sur l'usage des pesticides, donc ça remet en cause beaucoup de pratiques qui étaient jusque-là répandues, et notamment, par exemple, l'interdiction dans certains cas des traitements aériens, donc il faut revoir certaines pratiques. Et puis également, l'agronomie est revisitée. Au fait de toutes ces mutations, les agronomes revisitent l'agronomie en préconisant de nouvelles pratiques dans le cadre de l'agroécologie, des cultures associées, la diversification des cultures. Problématique autour des tassements des sols. Les machines ont augmenté de taille, de plus en plus grosses. On commence à avoir des problèmes de rendement maintenant dans certaines régions vis-à-vis des sols. Donc il faut faire attention à ce travail-là. Et puis il faut, pour des questions environnementales et économiques, avoir une maîtrise très fine des intrants maintenant, tant les fertilisants, les phytos, l'eau, enfin voilà, il faut gérer au mieux les apports qu'on met sur les parcelles. Alors là, dans ce contexte-là, Jean-Paul l'évoquait, l'agroéquipement et la mécanisation a un rôle à jouer. Il y a des questions fondamentales sur l'agronomie, mais le digital et puis l'agroéquipement, et plus particulièrement la robotique, peuvent apporter une partie des solutions. Ce n'est pas toutes les solutions pour répondre à ces enjeux, mais ça en fait partie. Alors la robotique agricole, c'est une réalité, ce n'est pas que l'avenir, ça a été évoqué. La robotique est présente dans les élevages depuis le début des années 2000, avec les robots de traite, les robots pour nourrir les animaux, les robots de raclage pour nettoyer les circulations. Et on se rend compte que l'agriculture est loin d'être en retard. La robotique représente 28% des ventes de robots sur le territoire national, donc tout secteur confondu, automobile, etc. Donc les robots dans l'agriculture, c'est une part importante de la production des robotiques en France. Donc c'est pas juste un projet, c'est aussi une réalité. On commence à voir maintenant, depuis les années 2010, des robots apparaître dans les espaces ouverts. Donc on avait d'abord investigué l'élevage, c'est plus facile, les robots ne bougent pas, ils sont dans des bâtiments, c'est plus facile techniquement à maîtriser. Maintenant on voit apparaître des solutions au champ, donc soit encore des solutions prototypes laboratoires, mais également on commence à avoir des petites sociétés, des startups qui
commercialise des robots et on en est à quelques centaines d'unités sur le territoire national. C'est encore assez confidentiel, mais il commence à se développer un marché de la robotique agricole en grande culture notamment. Et puis demain, la solution robotique doit pouvoir être exploitée dans différents types de terrains, dans les terrains pentus, dans les terrains où il y a beaucoup de glissements, dans les milieux complexes, là on voit des lignes en étage. Donc arriver à travailler avec des solutions robotiques dans ce type d'espace. Et puis les questions de rendement, de débit de chantier, donc la question de la haute vitesse, avoir des robots qui vont vite et qui travaillent efficacement. Alors la question de la robotique, c'est de nombreux challenges à relever. Il y a des questions de... Oui. Il y a des questions techniques qui sont le plus souvent évoquées au centre du schéma. Donc les questions de commande, de sources d'énergie, d'arriver à avoir des interfaces homme-machine performantes. Mais il y a aussi tout un tas d'innovations à faire qui sont liées à la robotique, mais également qui interrogent le digital. C'est comment avoir des produits avec des designs qui vont bien, quel rapport avec la société, les modèles économiques associés, est-ce qu'on est toujours dans des logiques d'investissement, est-ce qu'on a des logiques de services qui viennent de plus en plus, les questions de responsabilité, de sécurité pour la robotique, laisser une machine toute seule dans un champ, s'il arrive quelque chose, qui est responsable, l'agriculteur, le constructeur, voilà, c'est des questions à trancher sur le plan juridique. Les questions de respect de l'environnement, de qualité de travail, de performance, de débit de chantier. Donc il y a plein d'innovations un peu périphériques à la technologie, mais qu'il faut également investiguer. Alors la robotique, on peut la décomposer en trois grandes familles de fonctions, donc qui sont plus ou moins complexes. Donc de la moins complexe, c'est la robotique avec absence de contact direct avec l'environnement, la végétation, enfin les objets qu'on a manipulés. Donc, typiquement, c'est les opérations de suivi de culture, de surveillance, les opérations de transport, de logistique, de pulvérisation. Donc ça, c'est la première famille de solutions qu'on peut avoir en robotique. Le deuxième, c'est des solutions où on commence à travailler, mais avec une précision moindre, donc des questions de désherbage mécanique, de rognage, d'éclaircissage de fleurs. Donc on a des solutions où on a quand même une action physique sur l'environnement, mais qui sont d'une précision moyenne, on va dire. Et puis enfin, le troisième aspect, c'est des actions robotiques qui là sont vraiment avec une grande précision et une grande connaissance à avoir, donc la cueillette des fruits, la taille de la vigne, des vergers. Donc là, il faut avoir une précision dans les bras robotiques et puis dans le savoir-faire, beaucoup de capteurs pour appréhender l'environnement qui sont de plus en plus complexes. Donc voilà, en termes de difficulté, on a une difficulté de croissance des solutions robotiques. Donc on en est au niveau du développement. Les deux premiers cas, on commence à avoir des solutions un peu sur le marché. Le dernier cas, c'est encore des prototypes et des solutions recherche. Alors on va un peu illustrer tout ça. Donc tout ce qui est absence de contraste physique, le suivi des cultures, donc ça a été évoqué, et les aspects satellites qu'on connaît maintenant depuis de nombreuses années. Depuis quelque temps, on voit apparaître les solutions drones, donc arriver à surveiller des cultures, détecter des maladies, des stress hydriques, des besoins en fertilisation. Donc derrière, il y a le robot qui se déplace, donc en l'occurrence un drone, c'est un robot aérien. Et puis derrière, du traitement d'image, de l'analyse, de l'intelligence artificielle, tout ça qui permet d'avoir des préconisations. Donc c'est des solutions qui existent sur le marché, mais le marché n'est pas encore très stabilisé. On a eu l'exemple d'Aerinov très récemment, qui était un des leaders sur le marché national, et puis crac, qui a disparu, qui n'existe plus maintenant. Donc rien n'est acquis, et donc c'est encore un monde en pleine évolution permanente, et ça pose aussi des questions en termes d'investissement pour les agriculteurs vers une solution. Est-ce que la solution sera toujours là dans un an, dans 2 ans? Donc ça a aussi par rapport au risque que l'agriculteur prend, par rapport à une innovation, est-ce qu'il sera toujours là demain? Est-ce que je construis mon modèle autour de cette innovation? Donc ces nouveautés, notamment la robotique, la digitalisation, posent aussi ces questions qui ne sont pas que technologiques. Micro-parcelle sur une mission qui peut durer jusqu'à quelques heures. C'est pas utile. Donc,
Des solutions pour observer, donc soit on voit apparaître des solutions pour observer dans les champs, donc des robots qui se déplacent par exemple la ville, là, un projet à gauche sur l'image, donc plutôt pour, un peu comme les drones, suivre le développement, le développement des cultures. Et puis à droite, des robots pour, là c'est un robot qui est exploité au niveau de l'INRA, il y a des robots équivalents au niveau de Arvalis. C'est des robots de phénotypage, donc arriver à très rapidement connaître les caractéristiques physiques des plantes pour faire ensuite le lien avec la génétique et améliorer les variétés. Donc il y a eu beaucoup de travaux autour de machines robotisées. Donc là on a un exemple d'une machine qui permet de faire de l'acquisition de données, d'images à très grande vitesse sur des microparcelles. Donc ce dispositif permet d'aller beaucoup plus vite que précédemment. Avant on faisait un peu manuellement avec des images de proche en proche. Et donc là, le dispositif permet, là on a tout un champ de micro-parcelles et à la volée, combiné avec des images de drone, on arrive à avoir des caractérisations très très rapides de plantes et pouvoir améliorer la sélection variétale. Donc ça, c'est les premières grandes familles de robots, avoir des dispositifs qui permettent d'améliorer, de faire des traitements, de faire des préconisations grâce à de l'observation. Donc derrière, les gros travaux, en termes de robotique, c'est pas très compliqué. Les parcours sont assez bien balisés, les capteurs sont GPS, caméra, c'est des choses très connues. Et le gros du travail, là, c'est sur détecter, reconnaître et traiter les images pour détecter les maladies, reconnaître les caractéristiques des plantes. Donc, le gros de l'intelligence à apporter est plutôt de ce côté-là. Absence de contact, donc aussi autour des robots pour le transport, la logistique, donc des choses classiques à gauche, donc tout ce qui est autoguidage. On voit aussi des cas d'asservissement de machines les unes par rapport aux autres, un tracteur qui se fait asservir par la moissonneuse pour vidanger la trémie, par exemple. Ça, c'est des choses disponibles chez les constructeurs. Des choses aussi pour l'élevage, donc des petits robots qui permettent de déplacer les clôtures électriques. Donc, c'est l'équipe qui propose ça, donc on peut comme ça aménager le pâturage de manière automatique sans avoir à poser en permanence des piquets et des clôtures électriques. Donc la clôture électrique bouge tout seul. Donc ça dépend aussi du terrain. Dans les terrains de montagne très escarpés dans certains coins, c'est peut-être un peu plus compliqué. Le robot a peut-être quelques problèmes, mais dans des pâturages relativement plats, c'est possible. Et puis des solutions qui... Problème de déclenchement de vidéo. Non, c'est bon, c'est bon. Ou pas. Donc d'ailleurs, des problèmes de format. Donc, là, c'est un exemple en haut d'un projet qu'on a mené avec l'Institut Pascal à Clermont-Ferrand et une société qui s'appelle Les Finances. Donc on va dire que c'est une brouette intelligente, c'est un robot qui suit un opérateur, donc qui permet de faire du débardage, par exemple. Donc l'opérateur va qu'à ses occupations et puis utilise la brouette qui le suit dans le rang pour prendre ou déposer des objets dessus. Et puis en bas, il y avait un exemple d'aller un peu plus loin, de faire une prise de caisse par un robot, mais les formats apparemment ne sont pas compatibles sur le Mac. Donc là, on voyait un petit robot qui allait prendre une caisse tout seul et après pouvait l'emmener au bout de rangée, par exemple, en récolte de vendange ou en récolte de verger dans cet exemple. Donc là, c'est toujours, on n'a pas d'action physique sur l'environnement. On commence à manipuler des caisses quand même. Ouais. Donc là, on avait un exemple de pulvérisateur. Donc c'est l'idée d'avoir un pulvérisateur à verger, un atomiseur, donc qui se déplace tout seul dans les vergers. Donc l'idée, c'est de repérer le feuillage. Est-ce qu'il y a du feuillage? Est-ce qu'on a un feuillage dense ou pas dense? Et donc le pulvérisateur avance. Donc là, ça permet notamment de s'affranchir des problèmes d'exposition des opérateurs. Il n'y a plus de pilotes dans la cabine, même si les cabines sont pressurisées et permettent de s'affranchir des projections, mais quand même c'est mieux quand on est loin de l'application des produits phytosanitaires.
Donc un exemple de solutions qui sont encore au stade de recherche, où là la robotique est plutôt au service de la santé des opérateurs et qui permet de travailler de manière plus sûre. Autre solution qui est travaillée chez nous, c'est plutôt d'avoir des robots coopératifs, donc toujours pour la pulvérisation, d'avoir des robots qui peuvent travailler ensemble, de part et d'autre d'une haie. Et un robot fait de la pulvérisation, l'autre est un robot récupérateur, donc qui permet de récupérer le surplus qui ne serait pas capté par la végétation, donc ce qui permet de moins polluer l'environnement et d'avoir des applications plus efficaces. Et puis on peut imaginer aussi que des robots coopèrent à faire des tâches plus complexes, donc ça permet d'avoir des robots qui ne sont pas monotâches, mais après en les associant, on peut faire plusieurs choses, plusieurs types de travaux. Alors les robots avec contact physique, on les a aperçus tout à l'heure, c'est la tonte. Alors elle existe aussi à l'échelle agricole, l'entretien des bords enherbés, des vignes, voilà, avec notamment la société Vitirover, qui propose un robot type tondeuse de jardin, sauf qu'il est un peu plus gros, un peu plus autonome. Il est sur capteur solaire, il ne va pas à sa base se faire recharger. On l'abandonne dans sa vigne et le robot suit tout seul, il se promène dans la vigne et permet de tondre les bandes enherbées. À gauche, une faucheuse, là c'est un projet de recherche qui fauche tout seul un pré, donc une prairie, donc qui permet de travailler de manière tranquille, sans opérateur. Donc Vitirover, ça montre aussi, c'est une société qui d'abord avait choisi un modèle économique où ils vendaient leurs robots, et puis ils ont changé de modèle économique. Maintenant, ils offrent une prestation, on paye un service et la société vient mettre le robot dans la parcelle. Le robot fait ce qu'il a à faire et puis elle va le mettre dans une autre parcelle. Donc on voit que derrière ces solutions technologiques, il faut repenser aussi toute la logistique des choses. Est-ce qu'on achète, est-ce qu'on investit, est-ce qu'il y a des services, est-ce que les CUMA se mettent sur ce terrain de la robotique, est-ce qu'on s'associe entre agriculteurs. Donc ça repose tout un tas de questions d'organisation. Autre solution, c'est donc avec des actions un peu physiques, donc le glyphosate étant un peu sur le flux de l'actualité, donc beaucoup de sociétés travaillent aux questions de désherbage. Donc Nayo, qui est un peu en France l'une des premières sociétés qui a vendu des robots, c'est eux qui ont dû commercialiser le plus grand parc de robots en France, donc quelques dizaines d'exemplaires, centaines. Et donc qui propose un petit robot sur différentes tailles, différentes déclinaisons, mais qui permet de faire notamment en maraîchage des travaux de désherbage. Donc le robot est capable de travailler dans l'intra, voire dans l'interrang, voire dans l'intra, donc avec soit des outils intelligents, soit des choses de repérage suivant les types de cultures. Et puis à gauche, là, on voit un robot un peu plus gros, donc c'est un robot commercialisé par la société Sikia, donc issu d'un projet qui avait été mené en collaboration avec nous, notamment, et puis il y avait aussi la société Finance, la coopérative, Terena, et puis aussi l'Université de Bourgogne. Donc avec un robot qui est un peu polyvalent, donc là c'est l'esprit d'avoir un tracteur sans chauffeur, donc on voit la taille, c'est un robot assez gros, qui a eu, en termes d'autonomie, il y a eu un travail de fait aussi, c'est un dispositif hybride, donc on a dessus 3 types de moteurs, on a de l'hydraulique, de l'électrique et aussi du thermique, donc le thermique servant à alimenter des batteries, donc on a une motricité électrique, et puis des capteurs divers et variés qui permettent de travailler soit en grande culture, soit dans la vigne avec une hauteur de travail ajustable. Donc là, c'est les gros chantiers actuels autour du désherbage avec beaucoup de problématiques sur la capacité à aller désherber dans l'intrarang. D'où ce qui a été évoqué tout à l'heure, le Challenge Rose. Donc c'est une compétition organisée par l'ANR et Ecofito, financée par l'ANR et Ecofito, et qu'on a la chance d'organiser avec le ELNE, donc sur un site en Auvergne, à Montaulne, dans l'Allier. Donc la région est au cœur de l'innovation dans ce domaine-là. Donc l'idée, c'est d'avoir 3 équipes qui sont en concurrence pour chaque année venir montrer, au cours d'une campagne de mesure, un peu les innovations qu'elles ont apportées à leur dispositif pour arriver à faire ce désherbage intrarang. Donc toutes les 4 ont des solutions robotiques.
donc il n'y a pas de chauffeur. Elles ont des solutions de repérage, donc par caméra, donc des caméras soit visibles, soit hyperspectrales, donc dans des bandes qu'on ne voit pas à l'œil nu, type infrarouge. Et puis derrière, des solutions d'apprentissage, d'intelligence artificielle de type apprentissage profond, deep learning. Et puis derrière, des modes d'action qui peuvent être soit mécaniques avec des outils intelligents, soit électriques. Le projet de l'UIDELEC est un peu innovant parce que là, l'idée, c'est d'aller électrocuter les mauvaises herbes avec un doigt électrique qui vient se positionner sur la mauvaise herbe et puis l'électrocute. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de travaux, vous pourrez venir l'année prochaine et encore en 2021, en mai 2020, en mai 2021, pour voir ces dispositifs sur le site de Montauk dans la Vie, à côté de Varennes. Alors maintenant, les derniers types d'actions, donc là c'est des choses un peu plus compliquées. Donc là, malheureusement, on ne va rien voir, les vidéos ne marchant pas. Donc il y a différents types de solutions, donc il y en a une qui fonctionne. Donc des solutions qui permettent de cueillir des fruits, donc soit des solutions qui travaillent avec beaucoup de technologies de manière très précautionneuse, qui viennent couper le pédoncule du fruit. Donc ça peut être des pommes, des fraises, il y a plusieurs universités qui travaillent sur ce thème. Soit des solutions qui ont d'autres techniques, donc là on a une espèce d'aspirateur à pommes, donc, qui permettent d'avoir des cadences, sachant que dans ce type d'application, la grande question c'est d'avoir la cadence qui permet d'avoir des rendements suffisants par rapport à l'opérateur humain. Donc la difficulté pour la cueillette, c'est maintenant de trouver des opérateurs dans les grands vergers, enfin, ils ont plus de mal d'avoir des gens qui viennent cueillir les fruits. Et puis demain, alors les prochaines étapes, on a vu beaucoup de start-up, de petites sociétés, il y a des grands groupes aussi, ils réfléchissent. Donc, là, vous avez en bas un prototype John Deere, en vert, comme il se doit, qui a été présenté il y a quelques semaines. Donc c'est une espèce d'engin hybride. Voilà, on a eu quelques photos, il y a eu une présentation de fait. Donc on voit, derrière il y a une espèce de bloc moteur avec une chenille et plusieurs roues. Et puis avant des petits trous, et puis derrière un outil qui est accroché, donc plus de cabine bien sûr. Un prototype aussi qui a été présenté. Pardon Jean-Pierre, il sert à quoi cet engin? Là c'est un tracteur, là derrière il a c'est un tracteur, la partie avant est un tracteur, et puis derrière c'est un outil de travail du sol qui est attelé. D'accord. Qui est relevé pour position route, je veux dire, les dents et les herses sont pas au sol. Ils ne sont pas déployés, d'accord. Voilà. Donc à gauche un prototype qui est un peu connu maintenant, ça c'est des images de synthèse, hein, on ne croirait pas, mais c'est des images de synthèse, donc c'est le prototype de Case sans chauffeur, donc un gros tracteur avec une simulation montrée dans les champs. Et puis un projet porté par Fant, donc qui était un concept dans un projet européen d'avoir une remorque qu'on emmène au champ avec plein de mini-robots qui sortent dans le champ et qui travaillent dans le champ. Donc ça c'était pareil, c'était un projet très concept pour explorer les voies de ce type d'approche. Donc les grands constructeurs travaillent, et puis on voit même dans les grands constructeurs des constructeurs qui n'étaient pas des motoristes historiques, on voit Kuhn par exemple, qui a l'année dernière fait un projet dans le cadre du Challenge Santéol de cultiver 50 hectares de maïs en solution complètement robotisée, tout l'itinéraire culturel. Donc, on pourra aller voir sur internet, il y a pas mal de vidéos autour de ce challenge, avec depuis le travail du sol, le semis, le traitement, et qui a été fait avec des solutions robotiques sur 50 hectares, donc avec l'idée de montrer qu'on peut passer à l'échelle avec des solutions robotiques. Et demain, on parle de smart agriculture, donc agriculture 4.0, donc c'est l'idée d'avoir une exploitation entièrement connectée, donc des capteurs, des robots un peu partout, donc des robots qui fournissent des données à la ferme, donc par exemple l'état des animaux, la production laitière, via les robots de traite, l'alimentation, ce que les vaches mangent à l'intérieur, un logiciel de gestion, et puis en lien avec des données terrain, donc par exemple, quelle est
quel endroit les vaches sont pâturées, quelle est la qualité de l'herbe, et puis on peut en déduire des actions à faire par des robots, donc des robots qui sont peut-être plus monotâches, qui sont multitâches. Là, par exemple dans l'élevage, on peut envisager un robot qui s'occupe d'éparpiller les bouses, faire de l'ébousage. On avait travaillé ça dans un projet européen avec des partenaires allemands. Faire du semis pour les endroits où le pâturage a été abîmé, faire la taille des reflux par exemple, ou voir lutter contre les campagnols, essayer d'avoir aussi des pratiques pour lutter contre les ravageurs. Et puis par exemple, on a vu tout à l'heure une clôture électrique, il y en a qui se bougeait tout seul, gérer le pâturage avec la clôture électrique. Donc il y a beaucoup de projets qui tentent vers cette agriculture totalement intégrée. Donc ça pose des questions au-delà de la technologie. Les briques technologiques commencent à exister, il y a encore des questions, mais quel est le rôle de l'agriculteur dans un dispositif de ce type? Donc ça le libère du temps, comme on le disait tout à l'heure, mais son métier est redéfini. Est-ce qu'il est prêt à faire ce type de métier? Comment il se consacre à ses animaux? Voilà, ça pose tout un tas de questions qu'au-delà de la technique, il y a des questions en sociologie, en ergonomie et ce type d'interrogation. Alors on a la chance dans la région d'avoir des structures et des plateformes qui sont au service de cette innovation. Tout à l'heure a été évoqué Robagri. Donc Robagri, c'est une association nationale, mais son siège social est à Montaule, dans l'Allier. Donc c'est une association qui regroupe 60 membres, donc qui travaillent sur essayer d'avoir des moyens de qualifier les robots, de voir des performances, comment on peut avoir de l'autonomie sur un robot, comment on qualifie cette autonomie, de développer de la normalisation afin que la France et l'Europe parlent de manière unie vis-à-vis de grands donneurs, de grands équipementiers, notamment des John Deere ou autres. Donc dans cette association, il y a des grands constructeurs nationaux, type Paco, Massé, des Kuhn, etc. Il y a aussi des équipementiers de briques technologiques, des instituts techniques, des centres de recherche. Donc ça rassemble pas mal d'acteurs autour de cette dynamique. Donc il y a un site web, Robagri, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir. Et puis on a aussi, on est en train de construire une plateforme qui s'appelle l'Agro-Technopole, qui a pour vocation de répondre à des questions autour de la technologie, et notamment de la robotique, mais pas que, on travaille aussi autour de la fertilisation, des semis, l'impact des machines sur les sols. Et donc cette plateforme, financée par la région Auvergne et le conseil départemental de l'Allier, permettra aussi à la région d'avoir un outil au service de l'innovation, notamment technologique et des robots. Alors pour conclure, quelques challenges qui restent à relever en recherche, parce que même s'il y a déjà des robots sur le marché, il y a encore pas mal de questions de recherche qui se posent. Notamment tout ce qui est perception et interprétation de scène. Donc comment on peut faire une cartographie 360 degrés autour d'un robot, comment on peut avoir une vision vraiment 3D, comment fusionner différents types de capteurs, GPS, caméra, lidar, des lasers, etc. Comment on reconstruit un environnement comme pourrait l'avoir un opérateur humain. Donc il y a encore pas mal de travaux à faire. Comment on peut prendre une décision après, au vu de toute cette information qui est en grande quantité, comment le robot prend une décision, à quel capteur il se fie, notamment en termes de sécurité, c'est des questions assez importantes. Après, des questions autour de l'interface homme-machine, supervision. Quand on a plein de robots dans une parcelle, comment l'agriculteur prend la main sur un robot? Pour l'instant, les solutions, c'est surtout, on utilise un smartphone et puis on reprend un peu la main. On voit très vite qu'en termes d'ergonomie, c'est assez limité. Donc il y a des travaux autour de commandes virtuelles, de casques de réalité virtuelle, comment prendre la main sur un robot à la ferme, par exemple. On monte dans une cabine virtuelle, on reprend la main, ou on peut ramener un robot d'une parcelle à l'autre. Il y a des travaux autour de ça. Donc, comment avoir des nouveaux espaces de travail, virtuels, réels, comment on combine tout ça. Donc, des travaux de recherche très intéressants autour de ces thématiques. La question de la sécurité. Donc, on a des accidents. Là, il y a un accident avec un tracteur. Donc, les robots peuvent avoir des accidents. Donc, comment un robot se rend compte qu'il est dans une situation où il peut être en risque de se renverser, problème de stabilité. Je suis face à un obstacle, est-ce que je peux le franchir? J'ai un creux, j'ai une mouillère, est-ce que je suis capable de traverser? À quelle vitesse? Donc toutes ces questions-là, un robot, il doit y répondre. Et pour l'instant, il n'est pas tellement capable de répondre à toutes ces questions sur des environnements un peu compliqués. Par exemple,
exemple, il est dans une pente en ligne et il commence à glisser, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont à résoudre. Conception architecture, donc il y a beaucoup de travaux. Là, on a un petit exemple sur la photo d'un tracteur électrique John Deere, on ne voit pas bien, mais qui a un gros touret avant. C'est une rallonge, donc c'est un concept John Deere, donc avec une prise au bord du champ, et puis le tracteur travaille en déroulant son touret, et puis en le renroulant. Il n'a pas de chauffeur, c'est un robot, mais voilà, les constructeurs explorent plein de voies sur des architectures bizarres et innovantes, donc en motricité électrique, hydrogène, puis la combustible, il y a plein de travaux de recherche autour de ces mobilités innovantes pour la robotique. La manipulation, on l'évoquait, c'est des questions compliquées. Donc, comment on manipule des objets qui sont fragiles, comment on manipule des fruits, comment on récolte de manière soit très précautionneuse, soit avec nos solutions. On a vu l'aspirateur à pommes, est-ce que c'est satisfaisant pour la qualité des produits? Donc, il y a toutes ces questions-là à se poser. Donc, comment gérer les interactions entre plateformes? Est-ce que des robots peuvent s'attraper mutuellement pour composer un robot plus complexe? Donc ce type de questions sont explorées dans les laboratoires de recherche. Coopération en robot, je l'évoquais. Donc il y a des travaux de recherche qui travaillent sur, là il y a une image du projet Mars européen, donc avec Fant, des petits robots qui travaillent en équipe. Donc il y a des travaux de recherche sur comment faire coopérer des robots aériens, robots terrestres, comment faire travailler des micro-robots à la chaîne d'insectes, pour faire de la pollinisation, par exemple. Il y a des travaux autour de ça. Comment faire grimper des robots sur des plantes pour éventuellement les soigner. Donc ça, c'est des travaux à 20 ans. Enfin, on est vraiment très, très en amont. Mais les instituts de recherche travaillent sur ce type de choses. Et enfin, l'étape aussi où il y a des travaux, c'est vraiment la ferme 4.0, 5.0, certains parlent de ça. Comment reconcevoir complètement l'exploitation dans l'esprit usine du futur, c'est-à-dire tout est connecté, tous les objets sont connectés, on a en permanence des données qui remontent, comment on prend les décisions court terme, décisions stratégiques sur la base des données, et comment on a un outil complètement intégré. Donc il y a des premiers travaux autour des serres, c'est un outil facile à automatiser, il y a beaucoup de choses qui sont déjà automatisées. Donc il y a eu un challenge à l'université de Wageningen avec une serre entièrement automatisée, avec Microsoft, avec Google dans la boucle. Et ils ont réussi à produire des concombres sans intervention humaine. La serre s'est débrouillée. Et ils se sont aperçus qu'ils avaient un rendement supérieur à une serre juste basée sur les interventions humaines. Donc il y en a qui commencent à se dire on pourrait se passer de là. Voilà. Donc ça pose plein de questions. Les technologues fous vont très loin. Donc il faut aussi que l'agriculture s'empare de ces techniques et disent mais nous on a un savoir-faire, on a un apport et c'est pas juste un problème d'équation, de répondre à des problèmes, il y a aussi d'autres dimensions qui sont importantes dans l'agriculture, pas juste de la production pour de la production, parce qu'à mon avis là on va vers des solutions complètement automatisées, mais l'agriculture a aussi un rôle social dans les territoires et il faut prendre cette dimension-là aussi en compte. Ben voilà, je crois que j'en ai fini. Mon exposé. Merci beaucoup Jean-Pierre Chavet, on vous applaudit. C'était absolument passionnant, merci beaucoup. Ces robots-là me font beaucoup moins peur que Terminator. Juste une dernière chose, c'est quand même des machines à capter, à produire de la donnée. C'est-à-dire que la question de l'appropriation de cette question des données et la maturation de la question de la souveraineté qui est derrière, c'est à traiter en même temps que ces progrès-là. Parce que... Ah oui, tout à fait. Oui. C'est des outils de captation de données au même titre qu'un capteur de température. Pour l'instant, les données sont surtout travaillées pour faire marcher le robot, mais il y a des données qui remontent aussi, qui permettront de prendre des décisions à plus long terme. Oui. C'est ce qu'on me disait, c'est-à-dire que bientôt le tracteur de John Deere va en savoir plus que moi sur mon exploitation, quoi. Oui, je pense que c'est déjà le cas pour un certain nombre d'exploitations. Si on ne prend pas garde. Eh bien c'est super, merci encore, on vous applaudit encore, et puis on ira vous voir du côté de Varennes.